Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouvel épisode de One Pieceology, l'émission dans laquelle je relis One Piece, nous relisons One Piece ensemble. Et aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, nous allons attaquer ce qui est reconnu comme étant officiellement le second arc de la saga East Blue. Je parle bien évidemment de l'arc Baggy le Clown. Oui, arc qui s'étend du chapitre 8 au chapitre 21, mais j'ai décidé d'y incorporer aussi dans cette vidéo le chapitre 22 avec Game On, qui est un petit peu hors série on pourrait dire, mais qui colle, je trouve parfaitement avec les thématiques de l'arc Baggy et qui conclut bien l'arc Baggy le Clown. Et aussi parce que, et surtout, parce que je fais ce que je veux en fait. Oui. Bon, avant de commencer, même si je pense que c'est inutile, je te balance un petit résumé vite fait que j'ai copié-collé depuis internet. On va pas se faire chier non plus, hein, voilà. Après que Luffy ait été kidnappé par un oiseau, Zoro rencontre 3 pirates de l'équipage de Baggy le Clown qui disent s'être fait voler leur bateau par une fille. Pendant ce temps, Luffy arrive dans un village désert pris d'assaut par Baggy le Clown. Après un long combat contre Baggy et ses hommes, Luffy arrive à convaincre Nami, une excellente navigatrice ainsi qu'une voleuse de pirates, c'est elle qui avait volé le bateau des 3 hommes, de rejoindre leur équipage. Ce que j'aime dans cet arc, c'est déjà premièrement qu'on sent une véritable montée en puissance. En effet, on y croise pour la première fois un antagoniste susceptible d'inquiéter Luffy, Baggy le Clown, qui est le premier autre possesseur de fruits du démon qu'on croise après Luffy, qui pour le moment n'est pas un méchant ni même un personnage très intéressant. Alors il a un pouvoir assez stylé, un chara-design pas dégueu et quelques gimmicks rigolos, son complexe sur son nez et son rire chelou. Mais ça reste un méchant clownesque, cartoonesque si tu préfères. Il est trop bête et trop débilement méchant pour constituer une véritable menace. Alors il met des bâtons dans les roues, mais il n'est pas vraiment menaçant en tant que tel. Néanmoins, il est quand même un petit peu intéressant. Dans l'arc précédent, il s'agissait de confronter la vision de la piraterie de Luffy à la vision des autres. Et là, c'est la première fois, en dehors de Shanks, que Luffy confronte sa vision de la piraterie à un autre pirate. Ou plus précisément, qu'il confronte son ambition à celle d'un autre pirate. Luffy caresse la plus grande ambition de toutes, devenir roi des pirates. Alors que Baggy a perdu de vue son ambition. Ou plutôt a été contraint de la revoir à la baisse à cause de son fruit du démon, qui l'empêcherait soi-disant de dénicher les richesses du fond des mers. Baggy est un frustré, il n'y a qu'à voir comment il décide de détruire le chapeau de Luffy. Il comprend que le chapeau de Luffy symbolise ses ambitions, il cherche à le détruire pour que Luffy connaisse le même sort que lui. Et on va y revenir à ce chapeau. Baggy et ses sbires, c'est aussi la première véritable manifestation, la première petite preuve de l'inventivité et de la loufoquerie de Oda en matière de chara-design et de concept. Regarde la dégaine de Morge le dresseur de fauves et de Kabaji l'acrobate qui sont à la fois totalement ridicules et un peu stylés. Puis le délire du clown, du cirque exploité jusqu'au bout, ça j'aime bien. Cet arc c'est aussi bien évidemment, et tu l'attendais je le sais, l'introduction d'un personnage emblématique. Nami la navigatrice, ou plutôt à ce moment-là, Nami la voleuse de pirates. Et je trouve l'introduction de Nami bien plus subtile que celle de Zoro et Luffy. Comme je le disais dans l'épisode précédent, Zoro et Luffy ont été introduits d'une manière très simple. Oda a cherché à définir leur motivation avant tout, et à mettre ces motivations à l'épreuve pour les rendre crédibles. Pour Nami, même si elle évoque son objectif, récolter 100 millions de berries pour racheter un village, je n'ai pas l'impression que dans cet arc, Oda cherche à mettre ses motivations à l'épreuve. En tout cas, pas au même niveau que celle de Luffy et Zoro. J'ai le sentiment qu'ici, il prend plus son temps pour essayer de cerner la personnalité de Nami, nous présenter ses traits de caractère. Il prend le temps de marquer la différence de vision et de personnalité de Nami vis-à-vis de ses deux autres camarades. En effet, le personnage de Nami semble être un personnage qui joue un peu plus de fourberie, de subtilité, de finesse et d'intelligence, contrairement à Zoro et Luffy qui sont au final que deux gros bourrins. D'ailleurs dans cet arc, selon moi, c'est clairement le personnage de Nami qui mène la danse, c'est clairement elle qui prend les initiatives et qui fait avancer le récit. Déjà rien qu'à voir, dès qu'elle rencontre Luffy, c'est elle qui prend l'initiative de proposer à Luffy de rejoindre son équipe à elle, pour servir ses intérêts à elle. Ça c'est une prémisse, un indice déjà de sa prise de leadership après sur Zoro et Luffy. C'est elle qui décide où ils vont aller, c'est elle qui décide ce qu'ils doivent faire. Le personnage de Nami à partir de cet arc est clairement là pour donner le cap aux autres personnages. Et ça tombe bien parce que c'est une navigatrice. Ça tombe bien. Ceci étant dit, même si on connaît l'objectif de Nami, on ne sait pas encore à ce stade ce qui la motive réellement. Mais bon, c'est assez ambigu, mais nous le savons, tout ça prendra son sens un peu plus tard.
Oui, l'arc est aussi intéressant parce qu'on commence à effleurer, à semer les graines de la mythologie One Piece. Et qui, on sait, est très très riche. D'une part, on apprend l'existence de Grand Line, qui est aussi l'occasion de nous présenter physiquement, en quelque sorte, le monde de One Piece, avec Red Line, Ace Blue, etc., etc. Et aussi avec le passé de Baggy, et par extension de Shanks. L'univers de One Piece gagne en consistance, il prend corps petit à petit, et c'est ce qui avait été mis un peu de côté lors du premier arc, donc ça tombe bien. Intéressons-nous aussi au thème de l'arc. Si, comme je le disais plus tôt, l'un des thèmes du premier arc était de confronter les différentes visions de la piraterie, durant cet arc, selon moi, on essaye surtout d'aborder la notion de trésor. Oui, parce qu'a priori, ce qui motive les pirates, c'est de trouver des trésors. Si les pirates existent, c'est parce qu'ils veulent trouver des trésors. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'un trésor? Qu'est-ce qui définit la valeur d'un trésor? Pour Luffy, son chapeau de paille est son trésor, pas parce qu'il a une valeur marchande, mais pour ce qu'il représente pour lui, l'espoir que Shanks a placé en lui, sa promesse d'accomplir ses rêves, etc. Pour Zoro, pareil, son trésor c'est sa fierté d'escrimeur, et son objectif de devenir le plus grand bretteur du monde, symbolisé par ses 3 sabres. Pour le maire du village, son trésor c'est le village et ses habitants, et pour Chouchou le chien, son trésor c'est la boutique que son maître a laissée, et qu'il choisit de défendre coûte que coûte. D'ailleurs, l'histoire du chien, elle fait trop de peine. Le chien, il se bat jusqu'au bout contre le gros lion, mais la boutique crame quand même. Le chien qui reste digne et qui inspire le maire qui inspire ensuite les habitants, le chien qui nous fait comprendre que parfois les vrais trésors ne sont pas physiques, mais dans nos mémoires, dans nos cœurs, et ça, c'est beau. Quid de Baggy et Nami? À mon avis, Oda essaye de nous montrer que ces deux personnages se fourvoient sur ce qu'est un véritable trésor. Baggy a renoncé à ses ambitions qui étaient son véritable trésor, et qui décide de piller les villages sans fin dans une quête vide de sens. Tandis que pour Nami, les trésors sont un moyen d'arriver à ses fins. Elle ne semble pas spécialement chérir un rêve, une ambition, ou plutôt l'ambition qu'elle a semble motivée par le ressentiment. Elle le dit elle-même, elle vole spécifiquement les pirates parce qu'elle les hait. Luffy et Zoro ont une vision, un objectif à long terme. Nami semble être dans l'urgence. Quel est le trésor de Nami? À ce stade, on n'en sait rien, mais on sent bien, en filigrane, entre les lignes, que ça cache quelque chose, tout ça. Oui. Cette notion de trésor est aussi abordée dans le chapitre 22, quand Luffy et Nami débarquent sur l'île de Gaimon, l'homme coincé dans un coffre au trésor. Ah, je te résume vite fait. Gaimon était sur l'île avec son équipage à la recherche d'un gros magot. Gaimon finit par le trouver mais tombe accidentellement dans un coffre vide et reste coincé, tandis que ses compagnons ont levé les voiles le laissant seul sur l'île. Il passe les 20 prochaines années à chasser les visiteurs de l'île pour protéger le trésor qu'il a trouvé. Plot twist, Luffy découvre que depuis tout ce temps, Gaimon gardait des coffres vides. Dans le cas de Gaimon, son trésor a fini par tourner à l'obsession, le coupant de sa véritable liberté et de sa vie. Il a renoncé à tout pour protéger un trésor qui au final n'existait même pas. C'est pas de bol, oui. Luffy a respecté la détermination de Gaimon. Il s'est même sans doute un peu reconnu en lui, et il a refusé de lui montrer les coffres vides par pure compassion. Gaimon a tout donné pour un trésor qui n'existe pas, et dans un sens, c'est encore pire que s'il avait échoué à protéger son trésor. Luffy n'a pas peur d'échouer à trouver le One Piece, mais imagine à quel point il serait détruit d'apprendre que le One Piece n'existe pas. Mais finalement Gaimon s'en remet assez vite, parce qu'en réalité, Gaimon a trouvé un autre trésor sur cette île, sans doute bien plus précieux. Il a trouvé un but, une utilité en protégeant la faune de l'île des braconniers, et grâce à Luffy, il s'est libéré de son obsession. Encore une fois dans One Piece, on nous dit que le plus grand des trésors n'est pas forcément matériel. D'ailleurs, cette histoire de Gaimon fait pour moi un peu écho avec l'histoire véritable de Nami, avec le côté quête motivée par le ressentiment, la tristesse, la peur, la haine, la vengeance, qui essaye d'atteindre un objectif inatteignable en réalité et qui va être absolument dévastée quand elle va comprendre qu'elle a renoncé à tout, fait tous ses sacrifices pour rien. Mais ça, on en reparlera bien évidemment, je pense, lorsqu'on abordera l'arc d'Arlong Park. Oui, et si j'ai vu juste, si j'interprète bien le propos, là on pourra réellement parler de foreshadowing de bâtard, parce que là ça raconte véritablement quelque chose d'extrêmement pertinent.
Oui. Bref, nous avons avec ce second arc un arc encore une fois très complet qui enrichit la mythologie One Piece et qui, bien que nous présentant encore des intrigues et une narration assez simple, commence tout doucement à dégager ses particularités et quelques subtilités bienvenues, notamment avec le personnage de Nami. C'est super bien rythmé, le propos est intéressant, je n'ai qu'une chose à dire, vivement la suite. Que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?